Le sprinkler. Allô, Mathieu. Salut, Eric. Comment vas-tu? Ça va pas pire, mais je ne vois éraillé ce matin. Comment ce matin, ça? ce soir. T'es-tu mis avec la COVID? Je suis pas venu. Ben, c'est un restant de COVID, mais désolé. Ce soir, ça se peut que je parle un peu moins puis que je m'éloigne du micro. Là. Ça fait 2-3 podcasts que ma voix est un peu brisée, mais ce soir, C'est pas un bug, c'est un feature. Je pense qu'on peut me considérer comme un bug. C'est juste que j'ai pas encore trouvé qui va le corriger. Mais bref, désolé pour ma voix, mais l'énergie est là, ça va bien aller. Non, oui, ta voix est correcte, honnêtement. OK. Puis je vais essayer de pas trop faire de dans le micro parce que les auditeurs vont pas être contents. Toi, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va primer parce qu'on a fait un enregistrement la semaine dernière. Ouais. On en fait un autre cette semaine. C'est la première fois qu'on fait ça. Ben, sauf au tout début, là, quand j'étais un peu psycho. Immersion violente. Immersion violente à ce moment-là, ouais. Mais oui, j'ai l'impression c'est notre job à temps plein ces jours-ci. mais j'ai hâte qu'on commence à discuter parce que l'énergie et la drive de l'invité va être pas pire, je pense. Bon, je mets les attentes hautes, là, mais dans les 5 minutes que je commence à le rencontrer, je pense que ça va être pas pire. Je pense qu'on est dans la merde un petit peu. Pourquoi? Parce que là, on rentre dans le domaine des ops. Des ABC ops. OK. X, Y, Z ops. Et puis là, aujourd'hui, on va parler de design ops. What the hell? J'ai fait une immersion violente design ops la fois d'avant, puis je l'ai refaite aujourd'hui pendant le... Avant, pendant et après le souper. On était censé enregistrer la journée où la moitié de Montréal est tombée en panne d'électricité puis que ça dérapait partout ces routes parce que c'était le verglas. Donc, ça explique le petit ajustement d'horaire. Et là, c'est le même phénomène que quand tu lis ou tu écoutes des podcasts sur Agile, sur DevOps, tout le monde a une définition différente. Une définition que la toute dernière que j'ai écoutée il y a quelques minutes d'ailleurs, c'est Design Ops, c'est whatever makes your team design better. C'est assez général. C'est large. C'est large. Mais aujourd'hui, nous avons un expert, un spécialiste. Je pense qu'il va pouvoir nous éclairer un peu plus que nos trois recherches. Un évangéliste. Salut, Jonathan. Salut, Jonathan. Content de te recevoir. Salut, les gars. Vraiment cool. Fait que, oui. Eric nous a dit whatever makes your design better. C'est quoi pour toi le design ops? C'est quoi ce bibit-là? Il faut reculer juste un petit peu plus en arrière, peut-être les années 80, là, avant que les mouvements de design ops même se mettent en place. Comme les gens ont des opérations, comme les développeurs travaillent avec... Moi, je reviens tout le temps à la triade, là, people, tool, process. Okay. Avant que ça devienne le mot ops, c'est des gens qui cherchaient à trouver des workflows qui fonctionnent. Toyota ont été les premiers à faire ils appelaient ça des factory ops. C'est comme comment on organise le workflow sur le plancher, comment on le communique visuellement aux employés. Okay. Le Kanban vient du Lean. La façon de visualiser le processus a amené les gens à s'organiser. Il y a eu Design Ops est arrivé très, très récent. Là. C'est 2 ans Design Ops. Là, dans le langage même des experience designers, des designers, c'est même pas quelque chose qui est connu par la plupart des designers avec qui je travaille. Non, je ne connaissais pas. Quand tu as proposé ce sujet, est-ce que tu connaissais avant? Non? Zéro, puis souvent, je joue le rôle d'un peu de l'imbécile dans le podcast, puis de pas trop connaître la patente. Cette fois-ci, c'est très, ça va être naturel. Oui. Plus que j'ai écouté de podcasts sur le sujet, moins que je comprends c'est quoi quelque part. Là. Mais c'est venu, en fait, c'est intéressant parce que c'est venu... Mon intérêt pour essayer de nommer qu'est-ce que j'étais en train d'observer, c'était qu'il y avait un problème de gouvernance entre les agilistes qui arrivaient dans les compagnies pour venir coacher les gens à mieux réfléchir leur workflow de travail, mais qui ne comprenaient pas si bien que ça les pratiques du design. Mm-hmm. Ils connaissaient très bien le développement, ils connaissaient bien les métriques, les OKR, comment mesurer la rentabilité, des choses comme ça. Mais d'un point de vue idéation, création, sérieusement, c'était encore assez pauvre. Comme j'ai eu des super bonnes expériences avec Eric sur des discussions justement sur l'agile, peux-tu être l'ami du design? La réponse est oui. Mais il manquait un vocabulaire, je trouve, j'appelais les agilistes, c'est-tu le bon mot? C'est parfait pour ce soir, les agilistes. Les coachs, les agiles, même les Kanban, les gens qui adoptaient le Kanban, par exemple, j'ai travaillé chez Sidley, ils ont essayé d'intégrer l'agile très tôt, mais c'était des gens visuels, c'était des designers, donc le Kanban est arrivé comme la solution un peu plus viable. Mm-hmm. Mais ça reste que Kanban, agile, pour moi... Les deux peuvent s'informer. Et même, je dirais, tu commences avec Kanban puis tu rentres l'agile après. Il y avait comme des techniques de contamination croisées. On rentre avec ce workflow-là visuel, puis là, lentement, l'idée s'installe, puis on peut parler de workflow. Parce que dans l'agile, on parle de workflow. Donc, dans le Design Ops,
c'est comment on travaille ensemble, mais avec des outils de design. Fait qu'on va avoir une réflexion très en trilogie. Là. Comment on travaille ensemble, c'est quoi l'impact qu'on peut atteindre ensemble avec le design si on l'utilise mieux. Donc, le design, c'est l'idéation, la conception, la réflexion stratégique, la mise en production, la communication aussi par le design. Okay. Fait que, comme dans les 3 strates là, qu'on s'est comme un peu donné, c'était comment on travaille ensemble, comment on mesure l'impact, puis comment on va faire le travail. Comme la definition of done en agile, il y en a une aussi en Scrum. design. En Scrum, genre. Puis moi, j'ai rien contre le Scrum comme designer, mais la notion d'un sprint, Eric va rire, mais Eric m'avait dit, Jonathan, ça va prendre combien de temps à faire ton concept? Puis il voulait que je respecte, dans le fond, le frame du sprint. Là, j'étais comme, ben, c'est pas... Entre 5 minutes et 2 semaines. Ouais, c'est ça. Il y avait un côté que je voulais pas framer, qui me laissait ma liberté d'artiste, tu sais, où le designer veut pas se faire dire, ça va-tu prendre 2 jours ou 1 semaine? Il veut juste dire aux gens, le concept est fini. Et toutefois, les contraintes augmentent l'innovation. Oui, on est d'accord. Et non pas le contraire. Un time box. Donc, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est dans une équipe qui va avoir un cerveau divergent, que moi j'appelle un agiliste, qui est en refus du waterfall, qui est en refus du burn-out, qui est en refus de prendre de l'énergie d'une équipe puis de la sucer. Il veut la gérer puis il veut laisser à l'équipe le plus d'autonomie possible. Exploser, faire Fait que ça m'a ramené, quand j'ai eu mes rencontres avec toutes ces croisades-là de 2004 à, mettons, 2012, là, c'était la grande période d'émergence de l'agile au Québec. Mm-hmm. Moi, j'étais encore là, dans le waterfall. Là. J'étais dans les agences au Québec. Le mot UX, c'était... Pas tant connu. Inexistant, Pas tant, non. Ben, c'était pas si... Les stakeholders, là, les gestionnaires savaient c'était quoi, mais comment tu implantes ça pour pas impacter la rentabilité ou la productivité là, qu'on connaissait. Parce que je travaillais plus que 40 heures semaine, puis de façon un peu non soutenable, OK, on va le dire. Puis tous ceux qui ont travaillé en agence ou qui écoutent ça en ce moment, tout le monde sait de quoi je parle. C'est une machine à pousser les gens. À pousser les gens, puis il y a un intérêt très... beaucoup d'ambition chez les designers. C'est tellement subjectif en plus, c'est fou. Là. Tu travailles comme un malade pour un design, tu le présentes à Jean-Paul, Jean-Paul il dit non, je le voyais différemment. C'était un travail qui m'a amené à voir l'itératif d'une autre façon. Quand les discussions que j'avais... Oui, parce que des fois, on se répétait, hein, on faisait de la job en double, puis des fois, on brûlait du gaz aussi. Avec l'agile, ça te permettait d'avoir une forme de safe space. C'est la première fois que j'ai entendu ça de façon organisationnelle, je parle, là, que ça ramenait. On va faire un safe space psychologique, on va parler des processus puis des outils, puis voir si ça marche pour les gens. Puis que l'équipe, tu sais, on protège, le mot « protéger l'équipe », c'est quand même présent dans le « how to work together ». Fait que je vais juste lire les 3, je ne vais pas juste parler de la fiche, mais il y avait comme l'organisation de l'équipe. Comment une équipe s'organise, comment une équipe doit sentir le travail qu'il y a à faire, comment une équipe va approcher le travail qu'il y a à faire. Puis, excuse-moi, une question pour toi. Quand tu dis équipe, c'est l'équipe au sens large ou c'est l'équipe de designers? Bon, le designer peut être appliqué à l'équipe de design, mais on s'entend que moi, dans mon jargon, c'est comme Eric voit l'agilité. Okay. L'agilité peut impacter tout le monde qui travaille sur le produit. En tant que l'équipe. Là, ça peut changer la culture, l'agile. Okay. Donc, tu le vois pas comme ayant un département de design avec 28 designers. Est-ce que tu le vois... c'est plus une question. Est-ce que tu le vois comme ça? Ou est-ce que tu le vois comme les designers... Le design est requis pour livrer de la valeur. Donc, on a des gens qui sont popés en design, puis on les intègre dans les équipes. C'est venu comme ça au début. Okay. La fonction était comment on mesure l'impact du design, comment on le systématise, puis comment on l'explique après en montant. Puis ensuite, c'est devenu aussi les HR, comment on engage, comment on gère les ressources, comment on fait monter le talent. C'est très... Je ne suis pas une ressource. C'est très human resource. T'es pas un imprimant? Je ne suis pas une imprimante. C'est vraiment le human resource approach, là, d'appeler ça des ops. Comme chez OpenAI, le département le plus gros, c'est le research ops. Il y a plus de chercheurs que de designers là-bas en ce moment. Ça va peut-être changer. Mais c'est ça. Tu as comme l'humanisation. Donc, comment tu engages les gens, comment tu les fais évoluer, comment tu développes leur perception de ce qu'ils doivent apprendre ou pas apprendre en termes de design. Dans l'organisation en général. Fait que dans le fond, mettons, je dis n'importe quoi, dans une équipe, il y a un développeur junior qui arrive puis il va vivre dans un bassin, il y a du design, il va avoir du monde. Fait que, entre autres, à l'aide du Design Ops, mais on va l'accompagner dans comment le sensibiliser à l'importance du design, comment collaborer avec le designer, intégrer où c'est
ses discussions, son imagination, comment collaborer dans tout ce processus. Comment communiquer en utilisant idéalement des pratiques design, puis en trouvant des ponts avec les autres disciplines. Là, c'est pas supposé être anti-agile le design, au contraire. Fait que dans la collaboration, par exemple en design up, il y a des mots comme rituel et meeting entièrement extraits du monde agile. Des rituels, il y en a en masse là, qui sont nommés spécifiquement dans l'agile, mais il y en a plein de techniques de design utilisées en agile. Je vais donner l'exemple de Dave Gray, qui est un gars qui travaillait chez Explain, une compagnie américaine de visual thinking. Eux autres, ils faisaient des maps, des canvas. Tout le monde a connu Business Model Canvas ici, ou d'autres trucs, de même des Empathy Map, puis des Affinity Map. Puis Impact Map, puis tout. Je connais pas grand monde en agile qui n'ont pas utilisé des maps. Puis ça vient du design. Ça vient des gens qui ont visuellement essayé de stratégiser avec des systèmes, puis de cartographier des approches. Puis quand tu veux représenter un flow, c'est du design, un flow. Des petites boîtes, des flèches, c'est du design. Il y en a qui vont appeler ça du visual thinking, mais c'est une des familles. Puis après ça, l'environnement de travail. Quand tu fais du design up, il faut que tu regardes où tu travailles. On est dans une salle de meeting, c'est super agréable, la lumière est bonne. OK, là, vraiment au sens environnement. L'environnement de travail, le environment design a un impact sur ce qui va être créé. David Lynch disait les idées ne viennent pas de notre tête. David Lynch, le cinéaste, les idées viennent des environnements ou les lieux. Les idées vont dans des lieux où les gens se tiennent, puis ils viennent aussi pas de notre tête, ils viennent à nous. Le concept d'idéosphère, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça, moi, quand j'avais lu ça, j'ai dit, OK, dans les communautés de pratique. Ouais. C'est un beau mot, ça? Idéosphère, ouais. Idéosphère. OK. Théâtre de Chardin, il appelait ça je retrouverai le mot, mais Théâtre de Chardin, c'était un genre de mystique des années du 15e siècle. Il y avait un mot pour ça. Mais tu sais, communauté de pratique, ça vient de l'agile aussi, mais tu sais, dans le design, il y a eu une période de ma vie où on m'appelait un information architect, je pense en 2000. Je faisais des sites web. C'est toi qui faisais l'architecture informationnelle. Ça qui est ton nom de domaine, Hello Architect, je me souviens bien. Ouais. Ça vient de la matrice. Quand Néo rencontre l'architecte, il lui dit Hello Architect. Fait que ça venait de J'ai jamais su ça. Un clin d'œil. C'est genre une phrase dans le film. Mais ça, communauté de pratique, ça vient de l'agile aussi, mais en design, il y en a des communautés de pratique qui sont moins organisées, étrangement, que dans le monde du développement. Fait que là, ça commence à s'organiser. De là, le mot design up commence à se cristalliser. Nielsen, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gars d'architecture d'information. Il a écrit des livres sur l'architecture d'information, ça fait 20 ans. Il a dit que le landscape évolue, on peut peut-être le nommer. Tu sais, comme Design Ops, DevOps, ça fait longtemps que ça se met en place, puis ces communautés-là de pratique sont très installées, mais le design commence à se mettre en place, puis s'orchestrer comme des développeurs. Voici comment on fait du UX. Voici tous les patterns qui existent sur le web. Là, avec le AI, là, je fais un sketch, je fais une photo, puis j'ai mon layout de fait. Là. Plus besoin de passer 40 heures dans Figma. Là. Fait qu'il y a des affaires qui ont évolué en design, qui ont forcé les designers à pu être comme des artistes rois avec un ego à tout péter, parce que là, les développeurs aussi utilisent GitHub. Puis ils sauvent du temps à coder, bien là, les designers peuvent commencer à penser comme des développeurs aussi. Ton idée, là, qui est juste un concept, là, tu peux te faire assister maintenant par des outils. Bon. Cette communauté-là de pratique nous a amené à dire, OK, là, c'est bien le fun, tout ça, mais how do we get shit done? Fuck it, ship it à un certain point pour les designers, parce que Eric, il a travaillé avec moi. Donc, les designers, des fois, ils sont assis sur leur laurier, ils ont une forme d'aisance, peut-être de complaisance dans l'idée que les processus ne peuvent pas être plus améliorés. Il y a une science, il y a un art à la créativité. C'est vrai que c'est difficile de savoir la definition of done d'un design, d'une maquette ou quoi que ce soit, ou d'un UX. Quand est-ce que c'est enough? Là? Quand est-ce que c'est enough pour... C'est si facile à dire, ouais, c'est bon. Ça, là, c'est assez. Oui, bien sûr. Ça dépend du produit. Hein? Tout à fait. Si c'est un produit in-house pour gérer les courtiers immobiliers, je suis content comme ça. Peut-être moins. Si ton produit est fortement doit respecter les conformités DO 178 000 dans l'aviation. Il y en a plus. Ben, quand tu développes un site web consommateur où tu veux que autant Huguette que Jean-Philippe Simon Paré l'utilisent. Il est plus jeune, lui. Oui, bien sûr. Ouais, il y a comme 4 noms différents. Ça devient un peu plus truqué. C'est plus tough là, de faire du design. Puis je pense qu'il faut revenir même en arrière. Le design peut aider quand le produit n'est pas... Il n'y a pas encore un market fit d'établi, puis qu'on est juste au problem fit. On n'a même pas encore des vrais personas. On n'a même pas encore des vrais user needs. On a juste une intuition puis des hypothèses.
Là, l'agile, là, il essaie de structurer des fois un sprint autour de quelque chose que les développeurs ne devraient absolument pas développer. Là, parce que ça devrait être un sketch le plus longtemps possible avant de devenir qu'on va mettre 40 heures de dev là-dessus. Mais il y a des équipes agiles qui sont capables de faire un prototype en une journée d'un sketch. Et donc là, c'est juste d'accepter l'imperfection. Puis dans l'aspect « how to get work done », il y a un aspect qui s'appelle « standardiser ». Puis ça s'est beaucoup développé en design. Pourquoi? À cause de l'influence des développeurs qui ont commencé à standardiser des pratiques de développement. Le web, là, aujourd'hui, là, c'est facile. Là. Je prends Wix, je fais un site en 2 heures que ça me prenait 40 heures avant. Là. Donc, les designers qui on va dire, je n'utilise pas le mot... je cherche un mot poli. À masturbation, hein, c'est ça le mot que tu avais en tête. Hein? Masturbation intellectuelle. L'intellectuel, vas-y, dis-le, c'est correct. C'est pas, les design process je voulais te sauver un peu. Cristallisés. Là. Maintenant, je peux aller sur Internet. Voici des flows. Comment faire un bon login, comment faire une landing page. Ça vient tout de la communauté de développement et d'Agile qui ont dit, regarde, c'est des blocs, c'est du timebox. Ça prend 2 heures faire un login. Peut-être à 20 000 exemples. Là. Tu peux même taper sur ChatGPT « How to do a login », puis il va te le dire. Il va le coder pour toi. Il va te faire ton design, le coder, puis... les tests d'impact. Ça nous permet, comme designer, de travailler sur le problem fit. On travaille-tu sur le bon problème, philosophiquement? On règle-tu le bon problème? On parle-tu au bon usager? On revient à questionner le brief comme designer. Fait que ça n'a pas rapport avec l'implémentation. L'implémentation, ça a rapport avec est-ce qu'on a des toolsets qui sont consistants, qui nous aident à poser des bonnes questions comme designer? Est-ce qu'on challenge l'équipe de dev? Hey, utilisez-vous la bonne librairie d'outils? Parce que là le design d'interaction, il est vraiment à chier. Puis il me semble que là, il y en a une nouvelle qui est sortie. Fait que ça force les designers à changer de rôle, à checker comment les devs travaillent. Puis les devs, donc, commencent à penser comme des designers en disant qu'ils ne veulent pas se faire achaler comme de la gouvernance un peu, là, parce que c'est de la gouvernance de designers qui s'en vont vers les devs, puis ils disent « Hey, votre design system, là, dans Figma, là. » Mais moi, j'ai découvert que les devs sont super informés sur Figma. Donc, il y a une conversation qui s'installe dans les outils de design entre les devs puis les designers. Donc, le UI, c'est plus une affaire de graphiste. Ouais. C'est une affaire de front-end, de très technique. Là, on utilise une affaire qui s'appelle Storybook, qui connecte Figma puis mon prototype. Puis quand je change quelque chose dans mon prototype, ça l'informe son UI kit. Puis là, il y a comme une symbiose que moi, j'ai jamais connue en 10 ans. Fait que les wireframes ou les maquettes deviennent de la documentation vivante, entre guillemets. Vraiment pas plus, loin, là. Vraiment plus qu'avant. Comment ça s'appelle, là, David? Tu m'intéresses? Storybook puis UI kit. Les boys, je vous... surtout Jonathan, je te ralentis un petit peu. Un petit reset, vite. D'abord et avant tout, absolument, quand il y a quelque chose qui émerge, parce que c'est pour répondre à des lacunes qui existent. Un problème. Le manifeste agile, développé par des 17 ingénieurs, a émergé parce que le domaine d'ingénierie souffrait de façon très importante. Les applications qui étaient développées, c'était de pauvre qualité. Beaucoup du blâme était mis sur les développeurs. Les développeurs mettaient le blâme sur la business et beaucoup de... Donc, il y a 17 ingénieurs qui sont rassemblés et ont dit OK, on fait un petit document qui s'appelle le manifeste agile, puis on va mettre l'emphase sur les individus d'interaction, on va mesurer l'avancement par du logiciel qui fonctionne plus de documentation, et puis qu'on va ajuster le plan à la réalité et non pas la réalité au plan. Donc c'est un contre-coup à ce qui existait, qui était dysfonctionnel aujourd'hui. Ouais. DevOps a émergé parce que plusieurs formes d'implantation d'agilité. Ça peut être Scrum, Kanban, Scooby-Doo, peu importe c'est quoi. Là, c'est très découplé. Moi, je découple énormément Agile. Le framework de l'agilité. Tous les différents petits frameworks qui peuvent exister. Waterfall, c'est où? Waterfall, c'est rendu où, ça? C'est encore? C'est partout. ça a maintenant des étiquettes souvent liées à Scrum, là, mais oui, c'est partout. En tout cas, une autre histoire. Fait que DevOps a émergé parce que beaucoup de mise en œuvre de pratiques dites agiles ne répondaient pas du tout aux besoins. Donc, le DevOps a permis de rebooter la conversation, mettre l'emphase sur du CI/CD, et puis... Aller chercher les pratiques d'ingénierie un peu plus aussi là, à l'intérieur de l'agilité. Là, que ce soit... Oui, absolument. En même temps, le manifeste agile fait référence à good design là-dessus. Tout à fait. Mais il était moins upfront, il était moins présent. Il était caché dans les... Exact. Mais tout ça pour dire que le DevOps a émergé parce qu'il y avait des lacunes sur la façon que l'agilité était mise en œuvre. Vécu. Donc, la question qui tue...
Design Ops, j'imagine, a émergé parce qu'il y a. Je sais que c'est un dude dans un de ses livres qui a sorti le terme, là, je me souviens pas de son nom. Moi, c'est un N, non? Il me semble Norman, non. Norman Nielsen. T'as-tu fait une. Ouais, ok, wow. J'imagine que Design Ops a émergé parce qu'il y avait des lacunes où, moi, mon hypothèse, c'est que les designers se sont sentis floués par la mise en œuvre de l'agilité, notamment par la mise en œuvre de Scrum avec des outils comme Jira. Et ils se sont dit, on n'a pas le temps de designer correctement. Il faut... on demande toujours un minimum viable design, puis ça brime. Ouais. C'est une hypothèse que je fais, là. La question, c'est pourquoi, finalement, ça a émergé? Pourquoi que le Design Ops C'est mis en place. s'est mis en place? J'ose même pas dire germé, parce que ça fait 3 ans que ça existe au moins. Et puis, nous deux, on connaissait pas du tout. Nous autres, on est stupides. Mais J'ai lancé la conversation avec le UX au bureau en disant « Hey man, faut qu'on jase de tu ça. » connais un peu ma réputation de prendre un mot puis de l'utiliser, comme je te dis, plus large que qu'est-ce que... Tu sais, ça, c'est utilisé surtout sur des grosses compagnies qui ont atteint des niveaux de complexité, justement. Qu'est-ce qui est utilisé? Design Design Ops? Ops, comme chez Facebook ou chez Tesla. Ouais. Parce que c'est des grandes équipes. Puis ces équipes-là doivent être orchestrées avec un workflow de style développeur. Donc, Design Ops, c'est pour du scaling de design. Oui. OK. Puis- Fait que c'est un safe pour design. C'est ça? Oui, c'est vraiment pour scaler une équipe design. C'est-à-dire la scaler avec une capacité de mesurer l'impact aussi. Donc, de ne pas perdre le talent, de ne pas l'épuiser, de gérer de façon prolifique et non pas burn-out oriented. Là, tu sais. OK. Puis, il y a beaucoup d'éducation en ce moment dans le milieu. Donc, un exemple, faire des playbooks. Puis, des playbooks, là, je vais vous donner un exemple. Là. Moi, mon équipe travaille pas avec Jira, mais avec ClickUp. Parce que c'est un outil qui est plus flexible. Ça nous permet de changer de format assez vite dans la façon qu'on travaille. Mais toute l'équipe de design, chaque tâche qui est faite sur le UX, le UI, le business analysis, la recherche est dans ClickUp, donc dans Jira, avec des fois une date, mais des fois aussi un effort. Donc, le besoin de nommer Design Ops est dû à quoi? Est dû au fait que la complexité a augmenté. C'est-à-dire OK. les développeurs, les DevOps se sont orchestrés. Donc, les équipes de développement se sont de plus en plus organisées, OK. de plus en plus efficaces. Et le design n'était pas efficace. OK. Les gens en design, là, quand on introduit la notion de design... Figma a introduit des notions de design système très forts dans leur culture d'entreprise. Ça force tous les designers à apprendre c'est quoi un design system. Là. OK. Puis un design system, ça te force à voir ton design de façon systémique. Tu te recules. What am I building? Les développeurs, ils checkent la même affaire. Si le design system n'est pas clair, ils ne savent pas si ce qu'ils font a de la valeur. Tout est lié à la valeur. Ça revient à l'agile. Là, genre, qu'est-ce qui a de la valeur? Puis, ces discours-là, ils n'étaient pas dans la communauté de design. C'était quoi le discours dans Il y avait la notion de valeur artistique, il y avait la notion de direction de création, puis de brand. Il y avait des choses un peu plus long terme en termes d'impact. En termes de gestion d'équipe, là, puis de livraison de valeur day-to-day. C'est un peu abstrait. Là. Fait que c'était plus axé artiste que business. Ouais. C'est-tu fair? C'est plus fair. Je te dirais qu'au niveau branding, il y a des gens qui contrediraient ça en disant non, la valeur d'impact, c'était la marque. Ouais. Puis la qualité d'exécution, qui des fois, dans un MVP, Minimal Viable Product, là, on commence à introduire toutes sortes d'acronymes. Minimal Marketable Product. Bien, ceux qui sont en design, ils vont souvent focuser sur le MMP. OK. Puis ceux qui sont en dev, ou comme moi, habitués à être avec des gens qui avancent là, itérativement, bien, moi, je peux faire un sketch et être OK avec ça. Là. Montrer au client, ça va ressembler à peu près à ça, c'est les fonctions. Mais avant qu'un client dise « je vais payer pour ça il veut voir un prototype souvent qui a quasiment l'air d'un produit fini. OK. Puis ça, le Design Up est venu en aide à ça. Un exemple, tu as une campagne à faire, puis tu veux scaler ton design pour la livrer en une semaine. Puis ça, c'est peut-être le côté noir là, de l'histoire, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on utilise les DevOps ou les Design Ops pour juste être plus rapide. Oui. Il y a du monde qui ont sûrement utilisé l'agile en disant les gens, là, ils vont s'adapter plus vite. Il y a des livres qui sont écrits là-dessus. Non, mais c'est-tu vrai qu'on s'adapte plus vite? Parce qu'on travaille, on est des humains, on est plus slow que le AI, on est supposé être beaucoup plus lent que vite. Des fois, quand je me fais dire, ben là, vous êtes agile, ça veut-tu dire qu'on devrait produire plus?
Puis, moins de waste. On produit la même chose, mais les choses les plus importantes. Fait que dans le fond, dans un contexte où le design se complexifiait et s'accélérait, à cause que là, les devs, puis les intégrateurs, puis les gens qui font du UI front-end là, sont devenus vraiment efficaces, ont des outils vraiment... Là, ils ont des outils vraiment de plus en plus efficaces, puis les designers n'avaient pas adopté ces outils-là. Là. OK. Il y a eu un shift dans la pratique, je te dirais. Okay. Un exemple, moi, avant, je faisais du design avec Photoshop il y a peut-être 20 ans. Rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des prototypes sur papier puis que je donne ça à un graphiste. Puis rapidement, je me suis rendu compte que le gars qui faisait le front-end en dev, dans le fond, je pouvais sauter une étape puis juste pas aller voir le graphiste. J'ai juste donné mon sketch au développeur. Puis il va le faire. Fait que ces gens-là qui n'ont pas compris encore ce chiffre-là, ben, ils ont commencé à faire des chiffres vers des plateformes comme Wix, Squarespace, WordPress. Puis quand on regarde comment ça coûte, ça prend de temps à faire un site maintenant, là, retourner 10 ans en arrière, là, ce qu'on peut faire avec Wix, Squarespace ou WordPress, ça n'a pas rapport. Fait que tous les gens qui ont maîtrisé ça, ils ont comme changé la game du design. Les rôles ont changé. Il y a des nouveaux rôles aussi en design. Il y a des stratèges. Il y a des researchers de faire des personas, des mental models puis des task models. Là. C'est une science de poser les bonnes questions, faire les bons tests, aller chercher l'info, valider avec, mettons, les gens en front-end qui intègrent les systèmes, comme je vais donner un exemple de Amplitude, qui est un système pour mesurer les actions qui se font dans un site. Bien là, ça peut être connecté avec le plan initial du designer qui a fait la journée utilisateur. Là, tu dis au développeur, tu peux-tu venir mettre des vraies données sur mes hypothèses pour les invalider, s'il vous plaît? Ça n'existait pas, là, il n'y a même pas 5 ans, ces connexions-là entre stratège UX puis développeur front-end qui mesure est-ce que mon intégration t'as mis tes points, tes touch points dans ta base de monitoring. OK, mais moi, je veux savoir ces monitoring-là sur mon hypothèse de départ de designer. Ça n'existait pas, ces ponts-là. Puis là, ils sont là. Mais notre culture était très artistique. Puis là, elle devient métrique. Elle devient axée sur ce que j'appelle des métriques d'impact, c'est-à-dire c'est quoi la valeur qu'on génère. Il y a des frameworks de Google qui sont sortis comme Heart Framework, qui sont un framework pour mesurer le happiness, la reconnaissance de l'usager, l'attrition, des éléments que les designers avant voyaient comme une affaire de développeur. OK. Là, ça devient dans la culture du design, puis qu'on doit porter une accountability. Quand tu fais une expérience, il y a quelqu'un qui va l'implémenter, puis lui, il mesure quelque chose à l'autre bout. On devrait parler le même langage. Fait que c'est des ponts. Mathieu? Je réponds à ta question. Mathieu, il va faire un test, je pense, avec moi. Là. Ça s'en va vers ça. Là. Aujourd'hui, tu apprends à connaître Jonathan. Ouais. Jonathan, c'est une machine à idées. Et puis, Jonathan est capable de partir sur une chire puis de parler plein de choses. Notre job, ça va être de canaliser l'énergie de Jonathan. Cool. All right? Fait que là, je fais une mise en situation. Quand on analyse à cette étape-là, je fais des mises en situation. On t'a embauché. On est une compagnie média. Oui. OK? Et puis... Équipe moyenne, là, 50, 60, là, quelque chose comme ça. Mettons, au total. Là, tout, là. Incluant product managers. Mais c'est une bonne question. Mais je n'ai pas posé ma question encore. Il n'a pas fini de canaliser. Là. Il met des contraintes. Là, je t'amène. Je pinpoint la conversation. On a mis en place Scrum. Okay? Oui, on s'est inspiré de l'agilité. Okay? Puis, inspiré de l'agilité, on a dit on va utiliser une des approches. Ce soir, je dis Scrum parce que c'est un des plus populaires. Puis on a un Scrum Master, puis on a un PO. Le PO est aussi en collaboration avec le Product Manager. Le Product Manager est en collaboration avec l'équipe de design UX et compagnie. Toutefois, puis là, on veut livrer un nouveau site web. Ouais. Le nouveau site web, c'est un site web de cuisine. J'allais dire golf, mais cuisine. Cuisine. Cool. On veut partager des recettes, des vidéos. Puis, en fait, on a vu un problème. On pense qu'on peut kick-ass tasser Ricardo, là, puis être le site de cuisine au Québec. Parce qu'on a identifié quelque chose de problématique. Mettons. Ben oui, absolument. Alors, puis notre site de cuisine actuel, on a perdu beaucoup de traction, puis il y a moins de visites pour toutes sortes de raisons. Là, on fait un reset.
Et On là, est prêt là, au redesign total s'il faut du site, là, tout. Là. Et là, on a fait des focus group, on s'est assis avec différentes personnes. La personne en UX a fait plein d'exercices de persona, puis Design thinking, puis tout. Là. Tout. On n'a pas fait une ligne de code encore, mais on a fait beaucoup de travail en amont. Mais là, on commence à vivre une certaine anxiété. Fait qu'on t'a embauché comme consultant. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider? C'est quoi si on saute la première étape qui est de l'observation, puis qu'on prend le contexte, puis tout tralala, fait que tu as compris un peu le contexte. La première étape, le mercredi matin à 10h. De ta deuxième semaine. Parce que de ta deuxième semaine, tu as pris le temps de comprendre comment ça fonctionnait, puis dans un esprit pur, design ops. Ouais. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Okay. On part avec quoi? Et avec qui? Et avec qui? C'est sûr que c'est le fun d'avoir toute l'équipe qui fait la stratégie du produit en place. Donc, la strat. La strat. Les développeurs ne sont pas là encore. Product manager. Attends, je suis le manager. Est-ce que j'invite des développeurs? Bon. Ça se peut que... Ça dépend de la maturité de l'organisation. Mais je te dirais... Un vrai consultant, il dit ça dépend. Non, mais moi, j'aime ça inviter tout le monde parce que je vais commencer par l'affaire. Le big picture... Moi, je commence tout le temps, il est où le journey map? Je veux voir la cartographie de l'expérience que vous êtes en train de bâtir. OK. Je te l'ai présenté, journey map, c'est là. Fait que ma tante Thérèse se connecte. Mais pas juste ma tante Thérèse. Il y a ma tante Thérèse, il y a Jean-Philippe Simon-Paré, il y a plusieurs tranches d'âge. Il y a des recettes très jeunes, des recettes pour monsieur et madame. La deuxième question, ça va être les requirements. Comment les requirements ont été amenés aux designers? Donc, c'est-tu des hypothèses ou des vrais besoins validés? Je pense que c'est là qu'on patauge, là, parce qu'on a de la difficulté à identifier. Tantôt, tu parlais d'identifier le vrai problème, puis tout. Là, on a fait des focus group, puis tout, mais c'est flou un peu. C'est pas facile à trouver. Là. Donc, pour être clair, tu t'attends à un requirements gathering. Oui, je m'attends à savoir comment vous allez chercher la validation des besoins usagers. Est-ce que vous êtes en train d'identifier un problème dans le marché ou vous êtes en train de créer un produit pour un problème? Parce que des fois, les gens mélangent problem fit puis market fit. Ils pensent qu'on est en train de développer un produit. Non. Tu n'es même pas encore en train de développer un produit. Tes développeurs, même, t'es payes peut-être trop tôt. Parce que s'ils servent à faire un prototype juste pour valider si le problème il existe, c'est une autre affaire. Mais souvent, j'ai travaillé sur des produits puis il ne fallait pas travailler sur le produit. On était juste en train d'identifier s'il y a un problème. OK. Puis la vente est techniquement faite au client. Il pense qu'il a identifié, mais Fait que là, tu es dans l'étape « How our work creates impact ». Oui. Tu es dans l'impact ici, dans la mesure d'impact potentiel. Oui. OK. Puis, idéalement, tu as une équipe qui pense au big picture aussi. Tu veux que tes développeurs comprennent là, on va y aller itérativement. On va faire le login la première semaine. Puis après ça, on va faire la page du homepage. Après ça, on va faire la page. On va le faire itérativement. On va avoir des MVP et des sprints. Là. Moi, j'aime ça travailler, à vrai dire, comme ça, parce que ça permet de voir le travail qui avance puis d'avoir des petites victoires. Mais le Epic, avant d'avoir un minimal viable product, il faut comprendre que la séquence va être ça va être cyclique. Fait qu'il va y avoir des périodes de validation avec un vrai client. Mm-hmm. Puis moi, j'ai fait des produits dans ma vie. Je n'étais pas devant le vrai client. C'était à l'interne. Ouais. Avec des hypothèses je pense que c'est ça que le marché a de besoin. Parce que le VP trouve ça beau, ça va être ça. Là. Ça peut être le VP, ça peut être des égos. Des fois, c'est des bonnes... Il y a des bonnes intuitions. Le client, il sait pas ce qu'il veut, fait que moi, je vais lui dire ce qu'il veut. Genre. Ouais. Ce qui n'est pas toujours faux, mais bon. Puis dans le design aussi, des fois... Je suis l'exemple typique de ça, moi. On regarde les outils puis les processus. Un exemple, moi, j'utilise plus de personas, j'utilise souvent des mental et des task models. Ça vient d'Andy Young qui a critiqué les personas en disant c'est trop facile de faire des hypothèses. Dans la sphère jobs to be done, quelque chose comme ça? Un peu. Okay. Tu sais, tu vas faire une case, mettons... C'est nouveau pour moi, by the way, Jobs to be done. As-tu déjà entendu parler de ça, toi? Zéro. Okay, moi, il y a comme 2 semaines. C'est le nouveau trend avec le gars de UX. Je commence, là, mais... C'est du genre de job stories? Ça ressemble un peu à mental model. Fait que, genre, c'est à quoi il pense, puis qu'est-ce qu'il fait. Tu dis mental model. Mental model. Donc, à quoi il pense, qu'est-ce qu'il fait. Fait que tu fais une activité, c'est un peu comme un journey map. Puis ça te force à faire des user stories qui sont liées à une tâche qui doit être faite. Fait que si tu dis, je cherche un billet d'avion. OK, premièrement, c'est assez large. Donc, on le remonte plus haut. Tu veux partir en voyage. Ton intention, c'est de partir en voyage. Qu'est-ce que ça prend pour partir en voyage? Faut que faudrait que je prenne l'avion parce que je veux m'en aller en Europe. Mais avant de prendre l'avion, ça te prend une destination.
puis tu pars tout seul avec ta femme. C'est quoi la raison que tu veux partir? J'ai Ne eu, pas être avec ma femme. ma femme m'a quitté, je pars en voyage. OK. Je veux me changer les idées parce que... Tu pars pas avec ta femme. Ou tu pars avec ta femme. Ensuite, la destination. tu sais, On est loin de mon site de cuisine, par contre. Je veux changer ma cuisine. OK, on revient à la cuisine. Oui. Je veux changer ma cuisine. Non, mais en fait, c'est un site pour cuisiner. Là. C'est un site de sites avec des recettes. Puis c'est quoi les Alberto, le nouveau, le Rising Star dans la cuisine au Québec. Prêter au jeu. Je suis souvent le cobaye. En fait, moi, c'est pas... Je veux pas trouver une recette. Mon vrai problème, c'est que je reçois à souper, là, puis faut que je trouve de quoi donner à mes invités, puis je suis nul à chier d'en trouver ça, puis c'est compliqué pour moi. On a repéré une opportunité de desservir autant des gens de tous les jours, là, des omnivores, et aussi des herbivores et des vegans. C'est ça. Fait qu'on il y a tout ça qu'on a dans notre journey map. Et puis, moi, je reviens au Design Ops. Hein, j'en reviens au Design Up. Le Design Up va aider à visualiser ça. Va donner des processus visuels pour mapper ça d'une façon qui va aider les user stories à être écrites, puis de rapidement identifier les feature sets qui doivent être faits en premier. Donc, ça ne doit pas être le Scrum Master ou l'équipe de dev, ça doit être l'expérience usagée qui est en train d'être façonnée qui va émerger de ça. Je vais vous donner un exemple. Là, je t'inquiète, Jonathan. Mon coach agile me dit... c'est facile, on fait du story mapping. Fais attention au big design up front, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez designer aujourd'hui. Vous allez investir beaucoup de temps et d'argent. Et puis, aussitôt que vous allez mettre ça en production, puisqu'on est en CI/CD, hein, bien sûr, aussitôt qu'on met ça en production, on va récupérer du data, de l'information, puis on va réaliser que les autres bidules qu'on a designés, là, le bouton vegan, là, on réalise que il n'y a aucune traction là-dessus. Là. Au Québec, on mange toute de la viande. Fait comment vous validez en agile qu'un feature sert à rien? Parce qu'il faut aller voir un On peut y aller, c'est souvent par hypothèse. Mais si tu n'as pas encore de client. Une hypothèse qu'on appelle une valeur d'affaires. Mais si tu n'as pas de client encore, tu es encore juste à l'étape problem fit. Ça, c'est une façon de le faire. Là. Je comprends que les deux... Dans le fond, le designer sert à préparer les designers à scaler un produit qui n'est pas encore vetté sur le marché. Là. Ouais. Quand ton produit est sur le marché, là, il faut... C'est Greenfield. Là. Ouais. Oui, on a un site actuel, mais on le décommissionne. Là. Ça ne tient plus de la route. Puis tu sais, je pensais... Quand j'essaie de donner mon exemple, je pense que je m'exprime de façon trop abstraite, mais tu sépares dans tes sprints, tu t'assures que tes sprints sont séparés par activité pour que quand tu développes, peu importe c'est quoi la quantité de travail que tu vas te donner, tu sais que tu travailles sur un modèle mental puis une tâche. Fait que tu sais que tu as fait un login, okay? Tu n'as pas encore une expérience. Fait que il faut t'exprimer à tout le monde. Là. Ton expérience, c'est pas le login. Rien. Ton expérience, là, c'est le login, le message d'accueil puis le logout. Ça, là, on va appeler ça une expérience. M'en fous, là, c'est 3 tâches. C'est un mal nécessaire, mais bon. Non, mais je pense que c'est juste d'enseigner à tout le monde qu'il faut créer des expériences pour tester une expérience. Okay. Tu ne testes pas un login. OK. Tu peux tester. Mais tu peux tester unitairement un login, right? Au niveau technique, tu peux dire, est-ce que le login marche? Oui, mais est-ce que l'expérience marche? Tu ne sais pas encore. Ouais. Tu le sais après 3-4 tâches. Tu le sais après que l'activité soit complète. Ça te prend peut-être des fois 2. Mettons, un login, c'est tu te logs, tu te log out, mais il y a peut-être un message entre les deux. Puis ça, c'est ça l'expérience que tu veux valider comme designer. Donc le design up, ça va mettre plus d'emphase sur l'expérience, l'émotion associée à un parcours sur un site web, par exemple. C'est bien dit. Versus la séquence des événements. Le emotional design est plus important que le technical implementation. En dev puis en implémentation, maintenant, on a rajouté cette couche-là, mais on valide l'implémentation technique avec des tests unitaires puis toutes sortes de checkpoints. Mais après ça, il faut tester l'émotion. Puis on utilise, nous, Google Art Framework, qui a 6 facettes de emotional design. Là. Il y a happiness, il y a attrition. Attrition, aïe aïe. Ben, ça prend combien de temps trouver l'option que tu cherches? C'est des choses d'usabilité, il y a des notions d'usabilité, mais ces tests-là sont souvent basés sur la durée de l'expérience. Fait un exemple, tout le monde va dire OK, ça marche techniquement. Oui, mais ça dure 10 secondes, il faut que ça dure 3. Le loading time. Ouais, mais là, je m'en fous. Peu importe la raison technique que tu vas me donner. L'expérience ne marche pas si elle dure 10 secondes.
Fait que là, ça devient un problème qui revient du côté de la technique. Il va dire, fonctionnellement, tout est là. Les tâches, on a tout fait. Ouais, mais il y a un loading time de 10 secondes. Il faut que ce soit 3. Fait que là, ça devient un problème technique pour que l'émotion soit bonne. Puis les développeurs, donc, développent aussi une réaction sur, par exemple, en design d'interaction. Je sais que j'aime ça parce qu'il me regarde, il est comme je saute du coq à l'âne. Mais en design d'interaction au début. Je te présente Jonathan. Quand j'étais. Quand j'étais en experience design chez Sidley, il fallait que j'explique aux développeurs, mettons, je veux que le menu il s'ouvre, là, je clique, puis là, je veux un petit délai, puis là, ça là, fait puis toute la patente. Là. tout ça. Il faut un petit délai. Tout ça, c'est systématique. S'il n'y a pas un petit délai, là. Ben, c'est lettre. Ben là, c'est. Mais il y a quand même une notion de Non, mais je fais des blagues, contamination. mais souvent, les designers, c'est ça, puis c'est cool. Là. C'est des choses que moi, comme ancien développeur, le petit délai. Ouais. Pour créer une anticipation émotive Ben, par rapport dans à ça. l'emotional Ouais. design. Là, Mais en emotional design, tous les gens qui ont travaillé avec des Material Design Library puis des GS Library de fou, là, maintenant, les JavaScript Library puis les... c'est built-in. là. C'est built-in. Donc, quand tu es dans Figma, tu peux choisir, quand tu fais ton design system, OK, là, on va se sauver du temps. On va pas créer des composantes pour un drop-down, des composantes pour un accordéon, des composantes pour des tables, des composantes pour des filtres. Tout ça existe déjà, là. Ça fait 10 ans que ça existe. Fait que je m'en fous que tu sois un directeur artistique et tu veux réinventer tout ça. Concentre-toi sur ces couleurs, sur la durée de l'apparition, là, mais toute la composante qui est là, il fonctionne. Quand tu cliques, ça s'ouvre, tout ça, là. Tu veux-tu vraiment réinventer comment ça marche, un tab dans un site web? Tu veux-tu vraiment réinventer comment une liste s'affiche? Des bullet points. Il y a des choses maintenant qui sont... Tu vas sur pattern.ui, tu as 2000 patterns. Tu veux savoir comment faire un search? Tu as 26 000 exemples. Là. Et je deviens encore DesignOps. DesignOps a tendance à promouvoir la standardisation de certaines choses. Exact. Sans brimer la créativité. Sans brimer la créativité, puis pour forcer, encore une fois, l'efficacité que les développeurs demandent à ne pas avoir à réécrire. Parce que en Figma, là, j'ai vu des équipes, ils font du Figma ils utilisent Figma. Tu sais, c'est quoi Figma, Eric? C'est un logiciel pour faire des wireframes. Tu sais, des wireframes du design d'interface. OK. Mais non, C'est systémique. And knowing is half the battle. Mais check ça. Dis-toi Miro qui fait du wireframe. J'ai vu des gens utiliser Figma comme on utilisait Photoshop il y a 20 ans. C'est-à-dire, je donne un Photoshop à un développeur. Ah, merde. Faudrait que tu le découpes. Le développeur va falloir qu'il réinterprète ton Photoshop en code. OK? C'est pas comme ça que Figma a été pensé. Tu es supposé de partir de Figma, puis idéalement, d'avoir ton interface. OK, avec là, je te ramène. Fait que, monsieur consultant, ce que tu me proposes pour comme première étape, comme une des étapes, c'est de s'asseoir avec ma gang de designers et de standardiser certaines choses. Oui. Pour éviter les moments de latence et de passage de bâton. Là, un manque de cohérence dans le design. Oui, puis tu sais, dans les choses qu'on peut standardiser vraiment facilement, je vais les marquer ici, on peut naviguer les navigation systems. Tu sais que personne ne va le voir, hein? Non, je sais. Okay. C'est juste pour te le dire. On peut donc standardiser. Soyez jaloux, moi je le vois. On peut standardiser. Surtout à l'audio, c'est. Une des premières choses qu'on a standardisées, c'est les layout grids. Donc, comment les layouts sont composés dans des interfaces. Maintenant, c'est extrêmement standardisé et géré comme téléphone, iPad, VR. Toutes les façons de visualiser une interface là, sont standardisées maintenant. Fait que quand tu comprends pas ça comme designer, maintenant, tu es un peu en retard même. T'es pas mal en retard. Tu devrais être pas mal out. Tu devrais être out. Là. Okay. Ensuite, il y a comme tout le Interaction Design Community, donc le JavaScript Community, les Material Design de Microsoft et autres librairies de composantes d'interfaces qui sont interactives, donc avec des micro-interactions, mettons. Là, on s'approche des développeurs. Là. Oui, on s'approche des développeurs front-end. Oui, mais les développeurs front-end, ils étaient ultimement des UI designers avant. C'est des anciens intégrateurs là, qui étaient les intégrateurs. C'est des anciens gars de Flash. Oui, mais sérieusement, ces gars-là, ils sont entre les deux. Puis c'est des designers fondamentalement, des interaction designers, c'est des UX designers. Ils comprennent très bien pourquoi leur job de OK, combien de temps ça va faider, combien de temps ça va faider. Quand je pèse, il faut que j'envoie une impression à l'usager qui vient de faire une action importante. Comment je lui communique ça? Ça reste du design communicationnel puis émotionnel. Et même ça, c'est standardisé à certains égards. C'est de plus en plus standardisé par les librairies, par des JavaScript qui sont bien faciles à intégrer par les devs, puis testables. Parce qu'avant, Flash, je veux dire, c'était impossible à tracker. En tout cas, c'était une science de tracker qu'est-ce qui se passait dans du Flash. Maintenant, avec les nouvelles techniques de librairie, tu peux savoir qui a interagi avec quoi puis comment. Puis le dernier, c'est, on pourrait dire... Comment je pourrais dire ça?
les content objects, le fameux monstre du contenu. Le quoi? Le monstre. Le monstre, OK. Le contenu. Puis les OK. designers, souvent, en Design Ops, puis là, je ne vais pas le nommer, mais je vais le nommer, là, il y a une autre affaire qui vient d'émerger. C'est le Content Ops. Tu fais exprès, là. Je fais exprès juste pour dire qu'il y a une science de la recherche, il y a une science de design qui commence à se clarifier puis à s'expliquer comme le DevOps. C'est-à-dire, il y a des standards. Voici comment on mesure la valeur du design. Voici comment on fait évoluer un designer dans une maturité. C'est-à-dire, tu commences comme UI designer. Tu commences à faire une compréhension de ton flow, de ton expérience, que c'est pas juste du graphisme que tu fais, parce que tu es en train de gérer l'expérience émotionnelle de quelqu'un. Tu commences à comprendre que tu vas falloir que tu sois intégré par une équipe de devs qui sont vraiment plus qualifiés que toi en termes d'implémentation. Donc, il faut que tu te communiques vraiment bien pourquoi il faut qu'ils développent ça. Puis là, ça, c'est le design ops-ish. Là, Ouais. On rentre dans la communication, dans les standards, dans les design systems. C'est une affaire de communication. Là. C'est une affaire pour ne pas perdre l'efficacité des DevOps. Les autres sont là, genre, qu'est-ce que tu me donnes là? OK. Fait que Jonathan, on a fait un atelier qui va être récurrent, en fait. Et on a commencé à standardiser avec ton aide. Ouais, Merci beaucoup pour avoir facilité l'atelier. C'est vraiment cool. Il y a des éléments importants, surtout le layout grid, c'est ça? Ouais. On a passé à côté. Maintenant, on l'a. C'est cool. Puis je pense qu'on est mieux outillé pour être plus efficace, plus efficient, plus cohérent dans nos designs pour le nouveau site de cuisine. Ça va être cool. Là, j'ai jamais eu autant la chienne de poser une question que celle-ci. Ça va être la meilleure, donc. Non. Parce que je sais qu'il va partir. Il va aller jusqu'à Saturne, puis il va peut-être revenir. Hey, on essaye quelque chose. On le time box. Nous, on voulait intégrer une expérience CX dans tout ça aussi. Customer experience. Ça, c'est aller au-delà du simple site web, que l'expérience part de chez IGA et que détecte l'individu chez IGA. Il regarde dans ses cookies sur son téléphone pour savoir la recette qu'il a pris, puis il highlight les flèches dans l'épicerie où acheter ses concombres. Ça dit bonjour Eric, on sait que tu es allé sur le nouveau site web Je cuisine au Québec. Va à l'allée 46 pour trouver les ingrédients que tu as vus sur le site web de whatever. On veut intégrer ça dans l'expérience. Ouais. Tu comprends pourquoi j'avais la chienne? J'attends encore la question. J'ai du fun. J'en reviens à... Donc, c'est quelque chose que tu veux capturer dans l'expérience client en amont du site web. Et en aval aussi. Et en aval. Oui, au-delà du site web. L'exemple que moi, j'ai toujours l'exemple de... Air Canada? Jean-François C'est les avions, non? Proulx, ouais. C'est-à-dire que tu achètes ton billet d'avion sur le web, comme d'habitude, mais quand tu arrives à l'aéroport, il te reconnaît immédiatement, puis tout est prêt pour toi. Tu veux dire que le design ne s'applique pas seulement au web? Non, je suis d'accord, mais nous, dans l'exemple à nous, c'est web. Le produit central, c'est le site web de cuisine, mais on aimerait intégrer une expérience, un customer experience, un CX qui va au-delà du site web. Est-ce que donc le design up englobe ça? L'englobe ça aussi? Ah oui. Okay. Le design up va englober le IoT, va englober toute expérience, même dans les architectes qui font des environnements, mettons une exposition de musée. Tu pourrais dire qu'une opération d'architecte qui fait un musée, par exemple, c'est des design ops. Mais vu que c'est des architectes, ils vont appeler ça du bâtiment. Puis si j'extende, puis peut-être que je fais fausse route, mais dans ma mémoire du CX, c'était aussi avant l'utilisation du produit, whatever, comment on le définit, et après. Le CX couvrait comme... Le customer experience. Avant que je commence à utiliser le site web, avec la pub que je vois, aussi, les références, il est placé où dans Google, name it, là, les petits flyers que j'ai, jusque après quand je l'ai utilisé. Je te dirais, le CX va utiliser le Design Ops quand ils veulent scaler une opération. On s'entend que le Design Ops, c'est des pratiques, mais tout mis en commun pour pouvoir être capable de suivre la parade. Là. Facebook, quand ils ont besoin de produire, je sais pas moi, 50 000 avatars en 3D, là. Ils ont besoin de scaler leur design operation. Là. Ils peuvent pas juste dire à un directeur créatif, gère-moi ça. Fait qu'il faut qu'ils échelonnent 3-4 équipes en parallèle. Disney, quand ils font un film, ils font des design ops. T'sais, une équipe de VFX, là, c'est des design ops. Là. C'est une chaîne de montage de VFX, de production. OK. Ça ressemble à, on pourrait dire, en film puis en jeu, ils n'utilisent pas design ops. Ils vont utiliser... c'est une équipe
c'est un producer league. Là, il y a un producer qui se fait mettre en place 50 designers avec des VFX puis des game designers. OK. C'est un designer. Cette équipe-là est un designer. Okay. Ce sont 50 personnes qui vont produire un jeu. Puis ils peuvent scaler ça après à 50 plus pour aller plus vite. Ce qui n'existait pas là, avant là, en termes de... Dans le jeu, c'est peut-être là que j'ai vu les premières design up team. Tu sais, un jeu qui scale. Là, les AAA, là, les gros. On passe de 50 à 300, 400, 500 personnes. Donc, plusieurs designers qui sont en chaîne, puis qui sont tous interdépendants, puis quand on fait un commit, moi, c'est ma première expérience. J'ai fait un jeu chez Behavior durant la COVID, là, qui était un jeu... Behavior, la compagnie de Bordeaux? La compagnie Behavior, la compagnie québécoise. Ah, OK. Puis on était 60 sur le projet. Puis quand ils faisaient un commit, moi, j'ai découvert que le chaos dans le game design, là, tu commits 50 personnes en même temps, puis il y a un gars qui gère le commit. T'sais. En dev, là, c'est beaucoup plus safe. Là, ça fait longtemps que c'est managé, ce problème-là. Il y a 6 petits problèmes. Mais en design de jeu, le soundscape, l'environnement sonore fait crasher l'effet visuel de l'un. Fait qu'il va dire hey, décommissionne ton affaire, mon son il marche plus. Puis c'est très, très chaotique. Puis moi, j'étais comme OK, this is how you scale operation. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui regarde tous les talents, qui regarde tout ce qui a été commis, puis qui parle à chacun des talents, dit là, améliore comment tu commits, là. Il y a une gestion du talent dans le design. Il y a une gestion de... Pense à tes collègues, là. Oui. Don't commit when you can. En web, c'est rendu tellement standardisé que c'est un peu plus rare, là, ces genres de chicanes-là. Mais en jeu, là, c'est tellement messy et chaotique, là, comment les gens évoluent, que des fois, hey, excuse-moi, j'ai envoyé mon VFX, mais mon son il est trop lourd, il fait crasher une partie de ton affaire. Je me suis rendu compte que c'est la gestion, en fait, de la maturité de l'équipe qu'on pourrait appeler design up. C'est si ton équipe elle travaille avec les mauvais outils. Un exemple, on travaillait avec Figma. Moi, je travaille chez Prodago sur un outil de gouvernance. On travaille avec Figma. Il a fallu faire maturer l'équipe, et incluant moi. Moi, j'utilisais Axure, qui était un outil de prototypage, puis personne ne voulait utiliser ça. Les développeurs ont dit, nous, on travaille avec Figma. Puis si tu veux qu'on invite, il faut que tu travailles avec Figma. Il a fallu que j'apprenne Figma. Puis je dis humblement, j'ai appris à travailler avec Figma, puis j'aime ça maintenant. Méchante plug pour Figma. Je vais demander comment dire, c'est clair. Là. Le problème, c'est que... Ça a été acheté par Adobe, fait que ça va être une grosse commande. Test ton première va être payé pour l'édition. Ça m'a fait peur qu'ils en deviennent comme Photoshop, mais moi, j'aime pas les outils qui nous shape l'esprit puis que tout le monde pense de la même façon. Ouais. Fait que j'étais un rebelle de ça, tu sais. Fait que je suis revenu au dessin. Ah oui, OK. Mais parce que j'aime pas les outils qui fassent... Tu sais, comme Jira, j'ai aimé ça un certain temps, mais quand c'est devenu trop populaire, j'aimais plus ça. Je suis allé vers des outils plus flexibles. Comme YouTube. Comme qui? YouTube. Ça veut dire quoi? Moi, je les aimais dans October. Fait que t'es un hipster avant que ça existe, c'est ça que tu dis. Rendu à Joshua Tree, mais là, tout le monde les aimait. Fait que moi, j'aimais moins. Hey, je te ramène. Oui. Cool. On a standardisé. Merci beaucoup. On a fait ça. Ouais. Est-ce qu'on peut s'auto-déclarer une boîte Design Ops? Ou est-ce qu'il manque de quoi? Je pense qu'il manque de quoi. Comment vous mesurez vos succès en termes d'effort design? T'sais, toi, d'un point de vue agile, j'imagine que vous avez une mesure de temps puis d'itération nécessaire avant d'atteindre un produit viable. Oui. Ça, c'est très rare que j'ai trouvé comme une mesure d'une entreprise à l'autre sur leur aisance à vraiment dire qu'ils sont agiles. Parce qu'un exemple, on lançait un site, on dit « Hey, on a réussi à lancer. » Ouais, mais là, il y a ça qui marche pas. C'est correct. Mais nous, on fait du A/B testing. Bon. Et puis, à l'intérieur même du code, on mesure le trafic, le temps passé. On est déjà assez avancé. Si vous êtes on là... s'est inspiré de GSoft. Okay. Et puis, c'est eux si qui vous êtes ont... là, en termes, il y a des échelles qui commencent à sortir sur la maturité des organisations en Design Ops sur ce niveau-là de mesure. Fait que, là, ce que tu viens de me nommer, c'est quand même un bon niveau de mesure. Okay. Si tu fais du test A/B, puis il y a des compagnies qui vont utiliser même Optimizely, qui sont des outils pour traquer des changements subtils. Puis dire, OK, on va tester si on met cette phrase-là ou cette phrase-là, combien de conversions on change. C'est ça, oui, exactement. Ils font pas juste ils font pas juste du test sur le layout, ils font du test sur le contenu. Ces quatre choses-là. Là. OK.
C'est genre, si on enlève un élément de la navigation, est-ce que les gens s'en retrouvent plus ou moins? Si on change le layout, les gens ils restent plus longtemps sur la page. Si on change l'interaction design, est-ce que les gens ils parlent plus positivement que nous autres? Si on change le contenu, les gens ils se rappellent-tu mieux qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, des espèces de mesures plus qualitatives que juste techniques. Genre, les gens restent 1 minute sur la page. Ils cliquent plus. Là, Ça veut rien dire, les gens qui restent 1 minute sur la page. Est-ce que les gens en parlent sur d'autres sites de notre site? Combien de conversational capital on a à chaque visite? Ouais. Fait que quand les gens visitent notre site, là, je m'en fous là, qu'il reste 5 minutes. Ouais, mettons, c'est une première mesure. Ouais. OK. Est-ce que les gens parlent de nous sur l'Internet le lendemain? Non. OK, ben, ça, c'est la mesure que je veux. OK. On crée-tu des conversations avec les gens qui visitent notre site? Donc, des vraies métriques versus des vanity metrics. Ben, il y en a des... Ben, est-ce que c'est une vanity metrics, la durée qu'on reste sur une page? Est-ce que c'est bon signe que les gens restent longtemps sur la page? Ça dépend. Ben, c'est ça. Peut-être qu'ils sont confus puis ils comprennent pas la page. Non, mais c'est ça d'être capable de dire la lisibilité, ils appellent ça pas l'usabilité. Oh ouais, j'ai trouvé ce que je voulais. OK. Tu l'as-tu trouvé en 10 secondes ou en 1 minute? Puis est-ce que c'est normal que tu l'aies trouvé en 1 minute? Parce que tu as lu puis c'est intéressant. Ou est-ce que tu t'es perdu puis ça t'a pris 1 minute? Fait que ça, des fois, oui, effectivement. Ou est-ce qu'on veut plus l'effet épicerie où on crée les allées d'une certaine façon pour que les Exact. gens restent plus longtemps? Qui restent longtemps. Tu sais, comme Amazon, qui respecte aucune règle. Les gens qui disaient qu'Amazon... Les 2 exemples que j'ai par rapport aux métriques, c'est Amazon... Ils ont un menu, je pense qu'il y a 25 items dans le menu. C'est volontaire. Il y a du stock. C'est la caverne, ça donne une impression d'infinitude, puis les gens ils se perdent là-dedans. Comme Alta Vista dans le temps. Oui. Dans le temps, c'était moins volontaire un peu. Mais... c'est mon go-to. Seigneur, tu me rappelles. Est-ce que vous vous rappelez d'ICQ? Mais l'autre, c'est Apple. Quand ils ont fait leur test usager à Apple, il y avait l'espèce de petit tronc de l'iPod. Il y avait comme une interface très, très minimale. Puis il y avait le Zinio, le Zune. Le Zune de T'avais-tu une grosse zone ou t'avais une petite zone, ouais, toi? avec... oh, Seigneur. Voilà. On a changé de sujet à mon insu, quoi. C'était le même qu'ils l'ont appelé, là. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est Il y vraiment avait ça. beaucoup de boutons dessus. Puis Il y avait des boutons dessus. Steve Jobs avait dit ça sert à rien de faire un test d'usabilité sur la machine. Ouais, mais les gens comprendront jamais. C'est un cercle. Il n'y avait pas d'instruction. Les bons usagers, ils vont l'enseigner aux autres. Puis, ça va être par la conversation que l'adoption va se faire. Ce ne sera pas avec plus de features. Fait que c'était vraiment une approche de... Des fois, l'usabilité peut être effectivement vide de sens. Ouais. Que ce soit juste fonctionnel. C'est quoi la durée que les gens restent qui est représentative de ce qu'ils cherchent. Si le mental model, c'est genre, je cherche un billet d'avion, puis je veux partir le plus vite possible, ben idéalement, ton site, il fait pas exprès pour les faire rester trop longtemps. Il les fait cheminer dans le site web au complet pour y arriver. Mais si ton intention, c'est d'imprimer le plus de pubs parce que tu sais de même que tu Exact. fais du cash, ben là, peut-être que ta stratégie va être différente. Ouais. Tu vas avoir d'autres gens qui vont prendre d'autres stratégies. Moi, justement, j'aimerais bien que les gens restent longtemps sur une recette pour que le rôle de pub, il y en a de plus qui roule. Là. Ouais, ça peut être ça ou simplement... Si c'est ça ton modèle d'affaires, ça reste valable, mais... Ça génère du revenu, du cash, ça nous permet d'alimenter les Je vais rendre ton prochaines truc initiatives. plus noble puis plus proche probablement de ce que c'est pas tu avais tantôt. Là, je sais que quand il est là longtemps, c'est parce qu'il est en train de faire la recette. Là. Je vais me rendre... Puis là, ben, ça adonne que j'imprime plus de pubs, là, tant mieux, mais surtout s'il est là, la recette, c'est à peu près une demi-heure. Tu vois, s'il reste à la page, il fait la recette. C'est intéressant parce que si on va plus loin, quand on Je retournais dans ton activity machin. Exact. Ici, là. Fait que les 3 affaires. Le premier, on a dit, OK, on a le bon design system, on a la bonne façon de mesurer, puis même, tu as même mis la métrique que tu sais quand il est en train de faire une recette parce que tu as un bouton sur le site genre I will do the recipe now. Puis là, il passe aux prochaines étapes. Il clique avec sa main genre I'm doing the recipe, so you know in your metrics that he's actually doing it. Ça, c'est le fun. Mais le troisième pivot, le troisième pilier qu'on a pas nommé, c'est est-ce que tes designers vont rester dans ta compagnie puis qu'ils vont continuer à apprendre puis à améliorer les process ou ils vont... Un épanouissement? Ouais, mais tu sais, épanouissement, career development. Cet ouais. aspect-là, s'il n'est pas dans ta compagnie, puis il y en a là, du HR dans la compagnie, mais vu que la job des designers, c'est comme complexifié puis étalé dans des nouvelles pratiques, comme les DevOps d'ailleurs, il faut... Je te laisse aller, mais tu m'as flashé quelque chose, excuse-moi. Il faut commencer à comprendre que t'es-tu un chercheur? Tu sais, moi, je suis un stratège, tu comprends? Je suis un concepteur stratège, un peu fou, philosophe. Quand j'arrive en prod, je deviens plus malheureux que la moyenne. Quand j'ai fini par comprendre ça, puis je veux dire, avec Eric, on a tous traversé toutes sortes de grades, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, c'est des graphistes, c'est pas des UX designers. Puis c'est bien correct. Tu peux être un illustrateur, puis surtout faire des cover albums, puis
puis que tu penses que tu peux faire des illustrations d'interface fine, mais quand tu rencontres un front-end stack, première fois que j'ai travaillé avec un gars comme ça, j'ai dit, mais je ne veux plus jamais travailler avec aucun Autre chose, hein. Non, je ne veux plus jamais travailler avec... Je vais faire des sketchs, je vais lui donner mes sketchs. Les Parce que lui, il traduisait mes sketchs en code en 1 heure, que quelqu'un faisait ça en interface pendant 40 ans. J'étais comme, je ne veux plus jamais perdre de temps. C'est 2 genres de jobs différents. Il y en a un qui peut mettre un style émotionnel, il peut travailler avec un front-end, mais les front-end, eux autres aussi, ils checkent des interfaces. Eux autres aussi, ils trippent artistiquement sur l'interface, mais ils savent comment la coder. Fait que moi, j'étais tanné d'avoir des traducteurs. Je travaillais avec le gars qui le fait. Puis ça, dans le Design Up, ça s'est vraiment matérialisé. Ça veut dire que les jobs se sont segmentés. OK, tu es un stratège, tu es un concepteur, tu es un UI designer, tu es un graphiste. Ça s'est clarifié, puis ça s'est même distingué. C'est-à-dire qu'on n'est plus en opposition. Ça se peut que tu portes plusieurs chapeaux, là. OK. Mais ça s'est clarifié. Donc, c'est des chapeaux, c'est pas des individus en soi. Là. Non, exact. Okay. Ça s'est clarifié. Ça me rassure un peu. Mais tu travailles sur quoi, Jonathan? C'est quoi? Je travaille sur le style sheet. Le style sheet, ouais. La couleur des boutons puis la typographie. OK? Ça, c'est le design? Non. Le style sheet qui va être utilisé par les développeurs en implémentation. Non. On les a choisis, là, les graphistes. Là. Je les ai choisis. C'est Arial 20... PX, puis c'est la couleur XX. C'est beau. Ça, c'est le choix qui va dans l'implémentation. Fait que des fois, quand tu apprends à parler avec les devs, tu te rends compte que les disciplines doivent évoluer leur langage. Donc, la carrière... Je fais juste pause 2 secondes sur la carrière parce que tu m'as vu réagir dans mon non-verbal quand tu as mentionné ça. Souvent, le pattern que je vois d'utilisation d'experts en UX ou dans le domaine du design, c'est très ponctuel. C'est-à-dire, viens nous sauver. Comme le mandat que tu as donné aujourd'hui à Jonathan, viens nous aider. Puis là, on va créer ces layers-là. Puis là, on va créer une charte. On va créer plein d'outils. Puis on va dire, et voilà, le design est terminé. Puis là, on va faire évoluer le produit pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais c'est pas grave. La vie du produit. La vie du produit, mais le design est terminé. Fait qu'à la limite, à moins qu'on ait des fonctionnalités vraiment bizarroïdes, on n'a pas besoin de réfléchir sur le design. Quand tu as dit carrière, ce qui m'a flashé, c'est non. Au même titre que le développeur va évoluer dans sa vie, le designer aussi, nos pratiques design vont continuer à s'améliorer. On va continuellement les harvest, les cultiver. Puis c'est une chose que, honnêtement, je vois toi, mais assez rarement. Là. Il va y en avoir plein de designers, mais ils vont faire un produit, un autre dans la compagnie. Puis on va pas constamment cultiver la culture design alentour. OK, je suis tout seul dans ma bulle. Non, t'es pas tout seul. Okay. Parce que quand tu poses la question, évidemment, je fais un backtrace de tous les clients. Là. Ouais. Oui, dans plusieurs circonstances, tu as raison. Dans d'autres, j'ai vu des belles communautés de pratiques. Et puis, en même temps, on faisait des blagues de flash. J'imagine que tu étais là-dedans aussi. On a vu, Flash, t'es à la fin. Je sais pas de faire vécu Flash. On a vu le saut et puis les douleurs des flashers passer à du JavaScript ou HTML4. C'était ça, je ne me souviens pas. Mais fait que j'ai vu l'évolution. Fait que c'est pour ça que je suis partagé par rapport à ça. Mais tu sais, mettons qu'on sépare ceux qui font la stratégie de produit puis qui ont fait l'évaluation du marché comme vous avez fait pour votre cuisine. Vous savez à qui vous parlez, puis vous savez qui va payer quoi, puis combien. Puis tu veux les surprendre, puis tu veux qu'ils reviennent, puis tu veux qu'ils en parlent alors. Tu veux avoir... you want 1,000 true friends. Tu veux avoir des 1000 fans à la fin du mois de ton produit. Mais tu as aussi ceux qui font la recherche. Puis c'est comme 2 organes qui se développent différemment. Moi, je ne suis pas un chercheur là, comme chez OpenAI. Là, il étudie comment les gens posent des questions. Il étudie l'ontologie de... T'es pas un data scientist, là. C'est ça, mais ça reste qu'il y a des data scientists qui deviennent des UX designers après, puis qui font des interfaces comme celle de ChatGPT qui est très simple, en fait, mais qui est très simple en même temps qui est très réfléchi. Qui a un flow là-dedans. Là. Puis ce flow-là, c'est des chercheurs qui l'ont inventé. C'était pas autant des designers conversationnels ça n'a jamais été fait. On n'a aucun exemple. Fait que c'est sûr que c'est une expérience design que, faut que tu partes de rien. Là. Mais une fois que tu l'as, ton premier concept, et tu sais que tu as une accroche, bien là, tu peux choisir d'être en idéation, tu peux choisir d'être en conception, style l'interfaçage, puis vendre ta salade, communiquer, faire des visuels. Puis tu peux être en implémentation, comme en front-end. Moi, aujourd'hui, je
il est trop tard. Ben, je dis il est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à coder. T'es tout jeune. Mais récemment, avec l'arrivée de ChatGPT, moi, c'est mon rêve de tout le temps avoir voulu coder. Puis j'ai commencé à travailler avec ChatGPT, puis faire du code, puis je capote ma vie. Là. Parce que je pensais que ça allait me prendre 5 ans. Je suis en train de le faire. Comprendre, hein. Mais je comprends pas vraiment. Je pense pas comme un développeur, mais ça me permet de parler avec eux autres le même langage maintenant, puis de donner des exemples en code, puis de corriger du code que j'aurais jamais pu faire là, de ma vie. J'ai pensé à une nouvelle épique pour notre site web. Un assistant-chef qui est drivé par ChatGPT. Ben, Live vous avez vidéo, été- ralenti, ça Tu bouille vois, trop vite. Dans l'expérience du Ouais. Design Up, si tu remontes la partie collaborative, les développeurs et les designers chez nous se parlent. Puis tout le monde est designer dans ma tête. Fait que culturellement, le Design Up doit instaurer ça aussi. Comme tout le monde devrait être capable de dire qu'il y a un safe space et agile. Right? C'est de dire, hey, on protège-tu l'équipe? Là, on est en train de. Donc, tout le monde est capable de lever la main maintenant chez nous d'une façon lean, dire, hey, there's way too much stuff. On va pas faire un burn-out. Là, on va devoir séquencer. Donc, la notion d'implémentation, c'est la première qui a évolué dans l'organisation. C'est là que le monde... L'agile est apparu là parce que, man, c'était terrible, le waterfall sur le développement. En conception, c'est arrivé peut-être il y a 5 ans, 3 ans, avec l'accélération, puis l'optimisation de tout ça, ça a mis énormément de pression pour accélérer ça. On avait les mauvais outils, les mauvais processus, les mauvais standards. Ça s'est standardisé, ça s'est communiqué mieux. Les gens, ils ont maturé. Moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que tout ça ressemble à peu près à tout maintenant. Comme tu regardes le web aujourd'hui, c'est the same style. On n'est plus dans le temps du flash. Là. Tout est pareil. Tout est standardisé. Il n'y a pas rien qui se distingue, je trouve. Il n'y a même plus de gif animé qui se promène. Le petit chien de gauche à droite. Là. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Il y a pas, mais c'est peut l'ajouter. plus stable, c'est plus propre, c'est plus géré. Les content management systems sont plus clean. C'est plus facile de faire un site. Mais c'est moins surprenant. Ça a plus l'air d'une bibliothèque que d'un musée, mettons. Oui, mais il y a encore des gens, c'est encore plus facile de détonner. Donc, en idéation, il y a beaucoup de place en ce moment, pour les innovateurs. Parce que tout ça, c'est super solide maintenant. Peut-être qu'il y a un peu encore du travail à faire en agile sur les managers, sur le project management. Moi, je sais pas si on a réussi vraiment encore la révolution agile. Là. J'ai comme l'impression que c'est encore... c'est moins émergent que le design up, mais il y a encore du travail à faire. Il y a encore des conversations à tenir, puis... Une autre conversation, ça. Mais bref, ça, c'est comme mes grands-parents de dire, si tu veux maturer, il va falloir que tu choisisses. C'est à quel endroit tu peux tenir une conversation. Comme là, je dirais, je suis plus philosophe aujourd'hui avec vous. Je suis plus dans l'idéation que j'ai pas expliqué tous les concepts peut-être comme il faut, mais c'est une conversation qui commence. Ça. Ouais. Celle du DevOps, ça fait longtemps qu'elle est installée. Elle est installée là, dans le sens, il y a des outils de DevOps. Il n'y a pas d'outils de DesignOps. Il y a des agences de DesignOps qui vendent des designers bien orchestrés. Fait que là, ceux qui gagnent la game là-dedans, là, c'est ceux qui feed Facebook, puis Tesla, puis OpenAI. Là. Hey, ça me prend 50 designers demain qui travaillent en tandem. OK, good luck with that. Il y a des agences qui se sont organisées, ils ont tous compris ces principes-là. Puis à la demande, t'as besoin de combien de monde? Quand est-ce que tu as besoin de ta pub? Dans 3 semaines, parfait. Check. Leur équipe est montée, prête à rouler. C'est pas tout le monde qui peut s'orchestrer comme ça. Là. Ça va avoir une masse, un volume important. C'est pour respecter, dans le fond, c'est pour aller au rythme où les DevOps sont rendus. Là. Un DevOps, là, quand ils montent une équipe, ils ont des pipelines, tout ça. C'était pas ça en design. Puis là, ça devient le cas dans les grosses organisations. Ils disent, OK, on monte une équipe, on a une campagne à faire, il faut faire un site web, go. On en a 50 à faire. On a 50 focus group à organiser. Là. Go. Pas d'éducation à faire. Là, puis ces gens-là, souvent, ne sont pas juste laissés à eux-mêmes. C'est-à-dire, ils vont s'occuper du coaching des ressources pour qu'ils soient capables de scaler dans leur rôle où ils sont bons. Comme moi, je ne suis pas vraiment le gars à mettre en implémentation, même si je suis triple là-dessus, c'est plus mon côté artisanal. Ici, je suis fort. Puis il faut que tu cultives tes forces, puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui observe ça de loin et qui dit genre, mais pas Jonathan en recherche. Là. Tu n'auras pas d'outcome. Tu veux des nouvelles idées, mets-les là, c'est parfait. Puis, surtout d'avoir un stratège à la Éric Laramie qui le coupe là, à la bonne place. Là, qui fait juste dire, genre, qui coupe le micro. Là. Je sais pas si je devrais. Okay. Je vais poser la question, il y a un point que je comprends pas dans How our work creates impact. Le defining good and done, ça veut dire quoi? Ben,
moi, ce que j'avais vu en agile, la definition of done En Scrum. en Scrum. Rien à voir avec Agile. OK. Ça, faudrait que tu me l'expliques. C'est moi qui ai besoin d'éducation là-dessus. Un refresher, je pense pas. Parce qu'on refresher. on l'a vu en 2011. Mais Ça fait 12 ans, c'est correct. definition of good and done, c'est que done, souvent, comme j'ai expliqué, c'est le côté technique, l'implémentation fonctionnelle, l'implémentation front-end. Puis le côté good, c'est est-ce que l'expérience émotionnellement OK, c'est ça. fait satisfait. OK. Créer du happiness ou satisfait Ça revient à tes métriques est hard, mémorable à un point où tu dis c'est minimalement marketable. Tu sais, Donc, on parle de- une qualité interne et externe. Ouais, Traduction, ou de mise en marché peut-être. Tu sais, tu peux dire que c'est fonctionnellement bien intégré, mais est-ce que tu peux le mettre en marché? Est-ce que tu peux le mettre en marché demain matin de façon autonome sans y retoucher ou il va falloir que tu fasses bien de la communication autour pour broder puis faire beaucoup d'efforts de vente pour le vendre ou ton produit en tant que tel se tient tout seul? Au niveau émotionnel, il communique la bonne affaire. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts marketing pour le vendre. Ton produit, il est fonctionnel mais mémorable. OK. Puis il y a des produits fonctionnels qui ne le sont pas, là. Mais tu sais, je pourrais vous nommer des produits qui, moi, émotionnellement, m'ont pas plu, par exemple, mais on pourrait dire qu'ils sont good and done. Là. Fait que Mais c'est peut-être plus à ma tante Huguette. Mais c'est le développeur, c'est le designer qui set de façon barre où il peut sa atteindre. direction artistique de film. Ouais. C'est genre, moi, je trouve que c'est pas assez bon. Je trouve que je sais pas moi, je veux que le site fasse pleurer. Puis là, il me fait pas pleurer. Fait que ça reste un angle D'émotion. très d'émotion. Nous, et on d'artiste. a beaucoup de recettes avec des oignons, fait que c'est correct. Mais tu vois, on parle de site web, on pourrait comparer, mais moi, j'utilise un site qui s'appelle Harvest Half, voyons, H-A-L-F, Half. OK. Half Bake Harvest. OK. C'est un site de recettes, là. Je suis obsédé par ce site-là, tu sais. Puis j'essaie de comprendre, c'est drôle. Pourquoi? Non, mais juste pour revenir sur la question je me demande pourquoi. Premièrement, toutes les recettes sont écœurantes. Fait que là, je me dis, OK, C'est un bon début. Ouais. Le contenu est important. le contenu est important, puis la mise en page n'était pas parfaite, mais toutes les photos sont comme alléchantes. OK. Et je me suis dit, OK, les autres qui ont mis de l'effort sur la photographie, sur l'éditorial. Layout, je leur donnais 2 sur 10. Je te jure, c'est pas le plus beau site au monde. Mais chaque recette est alléchante. Fait que je me suis dit, c'est intéressant parce que tu pourrais faire le choix comme compagnie de dire, je vais engager un très bon éditeur de contenu, un bon éditorialiste, puis un super bon photographe, and maybe we can get our way out of it, tu sais. Ça me fait penser à une compagnie de bidules de sous-vide, cuisson sous-vide. Leur site web de recettes, c'est beaucoup d'humour. OK. Intéressant. Yeah, this chicken will burn your fucking face off. Tu sais, genre là. Parce que là, ils se sont rendus compte que leur public Leur cible, public cible, c'était ça. Tu sais, un exemple, Ouais, il y avait jeune. un monsieur ouais. qui fait du barbecue. J'avais puis, vu un site qui s'appelait, à l'époque, c'était pour des vols d'avion pas cher. Puis t'arrivais sur le site, puis c'était marqué « How much do you want to suffer? » That's it. C'était juste ça qui était marqué. Ah, je me Puis là, souviens, ouais, t'avais une petite barre, là, puis là, tu le tassais Scrollais. genre « a lot » ou « genre less ». Puis quand tu disais « a lot », mettons, ça veut dire qu'il a proposé un avion à 100$ pour aller à Amsterdam, mais t'allais avoir 15 heures d'attente en Ouais. transit. Puis moi, tu voulais souffrir, le transit, C'est du première classe. il puis allait plus c'était, cher. Puis ce site-là, il y a eu un certain succès. Je sais pas. C'est Squirrel, le site. Puis moi, écoutez, j'ai jamais voyagé avec le site, mais j'ai parlé de ce site-là en masse. Puis je me suis dit, c'est intéressant parce que j'ai été un fan du site sans jamais l'utiliser. sans jamais l'utiliser. Puis Mais qu'il n'existe plus aujourd'hui. qui n'existe sûrement plus Ah, aujourd'hui. c'est trop. C'est drôle, hein? Beau Fait qu'il y a quelqu'un dans le design qui s'est trompé, là. Encore une fois, tu sais, beau concept, tu pourrais dire good and done, mais Good le and done doit done. être fonctionnel. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une valeur. Le done, c'est il y a une valeur. Good, c'est il y a un emotional attachment, un emotional anchoring. Ils ont mis de la valeur à faire parler d'eux puis être visible, mais pas à convertir. Non, la conversion, ça reste une science. Là. Vous avez parlé de growth. Ça, c'est une autre science. Quand tu rentres des gens, on en a chez Prodago, on a Des growth hackers. Mon product manager, c'est un growth hacker. Écoute, c'est une science. C'est quasiment un data scientist. Fait que lui, il voit le design par incrément. Puis genre, quand on crée un component, il voit le travail que je fais en design, mais il dit, ça va être quoi? Ça va être quoi la valeur qu'on va chercher si on met tant d'énergie sur ce composant-là? On peut-tu pas le faire, le composant, Jonathan? Puis là, il regarde l'expérience comme moi, là, globale. Puis là, il essaie de se dire, qu'est-ce que je peux couper là-dedans là, pour pas avoir dépensé. Je veux sauver 2 piastres de plus. Je veux faire ça, puis là, ça me coûte ça. Il faut que je coupe ça, puis ça. Jonathan, qu'est-ce que je peux couper? Puis là, il vient me voir. Puis là, ça devient de la négociation. C'est plus le definition of good and done, c'est que moi, il faut que je cherche c'est quoi mon good. Lui, c'est quoi le done qu'il veut. Puis
Puis c'est pas une bataille, c'est une danse ouais, entre... C'est-tu encore good pour toi? Oui. OK, c'est done pour moi. Fait que là, tu as un bel équilibre. Parce que si c'est juste definition of done, souvent, le design est à chier. Ouais. On va se le dire, là, des fois, c'est juste... C'est techniquement puis fonctionnellement là, mais... Le focus est souvent là-dessus, en effet. OK. J'ai- On est design ops, là? C'est bon? Done? Ouais. On est certifié? Cool, il y a une certification. Oui, ben ça va Je suis pas sûr qu'on est rendu à la certification. On est encore dans la productivité puis le scaling. OK. Je pense qu'il va y avoir des livres qui vont être écrits là-dessus dans les 2-3 prochaines années, surtout avec le AI qui accélère des choses. Parce que le AI accélère les devs qui travaillent avec GitHub ou qui cherchent à débugger du code. Là, ça va toucher avec Photoshop AI qui vient de sortir Firefly. Ça va changer la game. Ils ont entraîné Photoshop, par exemple, avec Shutterstock, avec 30 ans de photos d'interface. OK. Photoshop peut faire une interface. Tu y dis 2 colonnes, un site de coiffeur là, pour les mères au Texas, puis... T'as l'air désabusé à ça. C'est le mandat numéro 28, 42. tu sais, fait que le prompt est important, mais tu sais, la façon qu'on va décrire nos interfaces, le what you see is what you mean va toucher les designs. Fait que là, c'est fini le WYSIWYM. Là. Le what you see is what you get. Ouais. C'est WYSIWYM. Ça va être... Si tu sais bien exprimer ce que tu veux voir à l'écran, tu vas le voir. Fait du prompting. Avec du prompting. Ouais. Puis ça, je l'ai vu, OpenAI travaille sur ça. Tu vas dire ce que tu veux voir, puis tu vas le faire aussi en code. Puis ça arrive cette année. Là. Ouais. Fait que ça va changer la game aussi, comment le design se fait. Si avec Midjourney, je peux dire une affaire et faire apparaître une image de Van Gogh, ça va se faire très vite avec Photoshop en interface aussi. Là. Puis ça va changer la rapidité aussi d'arriver avec un rendu visuel de quelque chose qui avant prenait 40 heures, soudainement, en 1 minute, une interface. On part avec ça? Pardon avec ça. Ah, j'adore Midjourney. Seigneur, non, mais moi, des fois, je pense à ça. Si tu peux donner, en une conversation qu'on vient d'avoir, puis qu'on a un concept, puis je le dis, puis on regarde qu'est-ce qu'on vient de parler ensemble, puis l'interface, on part avec ça? Elle nous écoute pendant tout le meeting. On part Elle nous propose de quoi faire. On part avec ça. Parce que là, le développeur va dire moi, je peux partir avec ça. Ben, pardon avec ça. Mais ça va tellement accélérer les trucs. Encore une fois, aller trop vite, des fois, c'est pas bon non plus. En design up, il y a un principe de slowness qui est important de dire moi, je pense qu'il faut prendre une pause. Là. J'ai besoin de laisser macérer un peu. Je pense qu'on devrait tester ça. Tu sais, le test AB, là, laissons-le rouler une autre semaine encore. Là. C'est le fun d'avoir plus de stats qu'un exemple. Des fois, on va tester avec 1, 2, 3, 10 usagers. On peut-tu en avoir 50 usagers? C'est à quel moment la donnée est enough, tu sais, de dire, OK, je pense qu'on a couvert le bon bassin là, de tests. On a couvert un pot pourri de sujets. C'est un gros melting pot. Donc, les gens qui écoutent le podcast... qui veulent en savoir plus, puis te voir écrire le premier livre sur le design ops. Je pense que ça m'intéresserait de voir s'il y a des gens qui réagissent ou comment les gens pourraient te contacter? C'est correct via ton LinkedIn? Ou Ils peuvent aller sur LinkedIn. Okay. J'écris de plus en plus là-dessus. Puis je pense qu'après le podcast, je vais essayer de clarifier même mes idées sur certains sujets parce que des fois, tu vois, je me perds. Mais je pense que les 3 piliers sont clairs. C'est comment le design peut aider à mieux travailler ensemble, comment on peut mieux mesurer l'impact du travail du design. Il y a des systèmes. Puis comment on peut améliorer le travail qui est fait par des standards, des design systems. Ça, le milieu, là, le work done, ça se rapproche du DevOps. Là, parce que c'était juste pour accoter la vitesse de ce secteur-là. Et tu ne sens pas les mettre en opposition avec les différentes pratiques liées à l'agilité? Au contraire, je pense qu'en ce moment, moi, en tout cas, dans ma carrière, en ce moment, c'est la période la plus golden. Que le travail entre un designer et un développeur n'a jamais été aussi proche puis agréable. Parce que les outils commencent à se parler de façon symbiotique beaucoup plus qu'avant. Là. Et on parle le même langage. On parle un peu le même langage. Puis la compréhension du design, à cause que ça s'est démocratisé, est plus clair chez les devs qu'avant. Eux autres, ils comprennent le mot design system, ils comprennent la notion de material library, ils connaissent la notion de component library. Donc, quand on parle de pattern en UI, même langage, la notion de markup, même langage. Donc, c'est ça. Après 10 ans... Là, les jobs se rapprochent. Là. Les jobs se rapprochent, oui. Puis les front-end, je ne sais pas comment ils appellent ça, des front-end stack. Des devs front-end. Des devs front-end ou on va dire full stack. Ces gens-là amènent un knowledge design dans le dev. Il y a eu des ponts qui ont amené. Là. Ces gens-là, c'est des anciens flasheux dans leur mindset sans le savoir, mais
il faisait du code en pensant visuel. Fait que ce langage-là, il finit par amalgamer des affaires qui étaient impossibles avant. Fait qu'il y a moins de chicanes, je trouve, qu'avant. Tu sais, souvent, le dev interprétait le design. Ouais. Là, c'est plus un direct bridge, je pense, qu'avant, en tout cas. Oui. Jonathan, merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Merci. Si vous avez des Super questions, n'hésitez pas à aller contacter Jonathan sur... je vais mettre le lien LinkedIn dans la description. Et puis, pose-lui des questions, parce que je suis convaincu que vous allez avoir plusieurs questions. Parce qu'il y a plein de... Il y a beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de contenu, des petits points. On fait juste toucher le premier flocon de l'iceberg sur plusieurs choses. C'est une communauté émergente, on s'entend. Ouais. C'est émergent, donc il y a des gens qui, comme je dis, qui vont se sentir peut-être isolés dans cette communauté parce que ça prend un certain taille d'entreprise. Quand on parle de scaling, là, si vous êtes 3, ça va être dur de faire du design ops là, à une grande échelle. Là. Ouais. Mais si vous avez plus que 10 designers, ça va peut être intéressant pour vous de voir comment vous engagez, savoir votre degré de maturité. Avez-vous tous des mêmes types de designers? Avez-vous des chercheurs dans vos designers? Avez-vous des idéateurs? Avez-vous fait une distinction entre les... comment vous allez nourrir ces gens-là pour Tu démarres quand la com de pratique Design Ops à Montréal? Je vais faire ça à soir. OK. Sûrement qu'Agile Montréal t'offrirait une plateforme. Pour pas me faire voler le tag. Non, mais sérieusement, ça vaudrait la peine qu'il y ait des conversations soutenues entre aussi les communautés agiles et ça, parce que... Je suis persuadé qu'Agile Montréal... C'est des conversations complémentaires. C'est la même chose pour les coachs. Oui. C'est Design Ops, c'est quand on parle de balancing workflow ou de playbook skills training, c'est des affaires de coaching. Là. Oui, c'est des coachs qui vont là-dedans. Là. C'est un peu comme DevOps. C'est un reboot de la conversation avec un focus plus design. J'avoue. Mais c'est un reboot des conversations qui peut mener à des belles choses. J'en suis convaincu. Ouais. Merci encore. Merci beaucoup, les gars. Allez, bye bye. Bonne soirée.